La chaleur de l'après-midi dans la petite ville de Chartres était étouffante. Les gaz d'échappement se mêlaient aux odeurs des kebabs et des crêpes des camions-restaurants alignés le long du boulevard. Au milieu de cette agitation, Léa, une lycéenne de 17 ans, avançait lentement sur son scooter Peugeot Kisby rose pâle, déjà un peu usé. Son casque blanc était légèrement trop grand et ses vêtements, un simple jean et un t-shirt, étaient propres, bien que légèrement humides de sueur. Elle rentrait du lycée après une réunion du CVL, Conseil de la vie lycéenne. Dans sa main, elle tenait encore un dossier contenant la proposition pour la fête de la musique qu'elle devait soumettre à l'administration. Léa était connue comme une élève active et polie. Elle avait un visage doux avec un regard calme. Mais au fond d'elle, elle se sentait souvent anxieuse. Surtout depuis la mort de son père, 1 an auparavant. Sa mère travaillait dans une petite sandwicherie près de la gare routière. Chaque jour, Léa allait seule au lycée. Parfois, quand le café était calme, sa mère mettait un peu d'argent de côté pour l'essence. Leur vie était modeste. Mais Léa ne se plaignait jamais. Cet après-midi-là, alors qu'elle s'arrêtait au feu rouge près de la place du marché, un coup de sifflet strident retentit soudain. « Et, toi, range-toi sur le côté. » Un policier en uniforme complet se tenait sur le bord de la route. Il était corpulent, le visage rigide, et sur sa poitrine, son badge portait le nom de brigadier-chef du bois. Léa s'arrêta, le cœur battant. Elle coupa le moteur et baissa son masque. « Oui, monsieur l'agent ? Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle poliment. « Tu sais pourquoi je t'arrête ?» Sa voix était grave, pleine d'autorité, mais sur un ton cassant. « Je ne sais pas, monsieur. Ai-je fait une infraction ?» Le brigadier-chef du bois la dévisagea de la tête aux pieds puis dit d'un ton froid, « Ta plaque d'immatriculation est sale. »« Illegible. » C'est une infraction. Léa regarda sa plaque. Elle était effectivement un peu sale, mais encore clairement lisible. « Oh oui, monsieur. Excusez-moi, je vais la nettoyer. » Ça ne suffit pas de s'excuser. « C'est verbalisable, » dit-il rapidement en sortant un carnet de contravention de sa poche. Léa paniqua. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent sur elle ce jour-là. Seulement environ 10 € dans son portefeuille. « Mais, monsieur l'agent, je suis pressée de rentrer. Je ne suis qu'une lycéenne. » Tout le monde dit ça. « Tu crois que je ne sais pas ?» Le brigadier-chef du bois s'approcha. Son ton devenait de plus en plus dur. Les gens commençaient à les observer depuis le trottoir. Il y avait une maraîchère, un livreur à vélo, et quelques chauffeurs de bus qui ralentissaient leur véhicule. « Sors-moi ton attestation d'assurance et ton BSR, aboya-t-il. « Je n'ai pas encore mon BSR, monsieur l'agent. Je devais le passer ce mois-ci, » répondit Léa d'une petite voix. « Ah, voilà qui est plus clair. Conduire sans BSR, c'est une infraction grave. » Il prit son carnet et commença à écrire quelque chose. Mais au lieu d'écrire correctement, le policier jeta un coup d'œil au visage de Léa, puis eut un sourire en coin. « Tu es dans quel lycée ? » « Tu es mignonne, toi. » Les lycéennes de maintenant. Mais voilà, elles aiment faire des infractions. Il renifla en écrivant. « Si tu ne veux pas de complications, on peut s'arranger sur place. Tu comprends ce que je veux dire ?» Léa resta silencieuse. Elle comprenait le sens de cette phrase. S'arranger sur place signifiait de l'argent. Un pot de vin. Mais elle n'avait rien. « Je n'ai pas d'argent, monsieur. J'ai seulement 10 € pour l'essence. » Le brigadier-chef du bois eut un sourire cynique. « 10 €? Tu me prends pour un mendiant ?» Léa sentit les larmes lui monter aux yeux mais se retint. Les gens regardaient, mais personne n'osait parler. Ce policier avait une réputation, agressif, arrogant et aimant racketter. Dubois sortit alors son téléphone portable de sa poche. Il alluma la caméra et s'approcha. « Bon, si tu ne veux pas payer, je vais documenter l'infraction. Comme ça deviendra viral, la lycéenne rebelle sans BSR. »« Non, monsieur. S'il vous plaît, ne filmez pas, » dit Léa, les yeux commençant à s'embuer. « Pourquoi ? Tu as honte ? Alors, sois coopérative. Je peux t'aider si tu veux bien coopérer. » Son ton était menaçant. Comme s'il la pressait. Léa se mordit la lèvre. Ses mains tremblaient sur le guidon de son scooter. Elle regarda le policier. Elle voulait être en colère, mais elle avait peur. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Je veux juste rentrer chez moi. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu n'obéis pas ?» Il lui tapota le paule. Ce contact la fit reculer d'un pas. « Ne me touchez pas. »
Son ton était plus élevé, ce qui fit se retourner plus franchement quelques personnes sur le trottoir. Le brigadier-chef Dubois grogna, agacé. « Tu parles comme ça à un agent de la force publique ?» Hein? Il attrapa fermement le poignet de Léa. La jeune fille grimaça, essayant de se libérer. Quelques passants commencèrent à murmurer. « Pauvre gamine, elle est encore au lycée. Dubois est comme ça, il aime jouer les durs. » Mais personne n'osait s'approcher. Tout le monde savait qui était le brigadier-chef Dubois. Le policier de la route qui mettait des amendes au hasard, rackettant parfois les chauffeurs de taxi et qui avait des relations au commissariat central. Léa finit par pleurer. Ses larmes coulèrent. Non pas à cause de la peur, mais à cause de la honte. Elle se sentait humiliée en public, sans pouvoir se défendre. « Lâchez-moi, monsieur. » Elle tenta de retirer sa main, mais Dubois la serra encore plus fort. « Si tu ne veux pas faire d'histoire, tu viens avec moi au poste. Je vais vérifier ton scooter moi-même, » dit-il en la tirant vers le poste de police mobile au coin de la rue. Léa regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un l'aide. Mais tout le monde restait silencieux. Le monde semblait si cruel cet après-midi-là. Dans le petit poste préfabriqué, l'air était vicié. Le brigadier-chef Dubois posa son carnet de contraventions sur le bureau, tandis que Léa se tenait, raide, près de la porte. « Alors, comment on fait ? Tu veux la procédure officielle ou tu veux que je t'aide pour que ça aille plus vite ? » « Je ne comprends pas, monsieur. Je suis juste une lycéenne, » répondit-elle faiblement. « Écoute-moi bien, petite. Si tu veux que ce soit simple, tu me donnes un petit quelque chose. J'annule le procès-verbal. En moins d'une heure, tu es chez toi. » Léa se mordit la lèvre. Sa main serrait les 10 € dans sa poche. Mais elle savait que si elle les donnait, elle perdrait sa dignité. « Je ne veux pas, monsieur. Je n'ai rien fait de mal. » Le brigadier-chef Dubois eut un petit rire sec. « Tu es têtu, toi, hein ? Bon, on verra bien quand ta vidéo tournera sur TikTok. » Il alluma à nouveau sa caméra, la dirigeant vers le visage de Léa. La jeune fille couvrit spontanément son visage avec ses mains. « S'il vous plaît, monsieur, ne filmez pas. »« Pourquoi ? Peur ? C'est pour que tout le monde voie le visage d'une délinquante. » Léa sortit finalement du poste en courant. Mais le brigadier-chef Dubois la poursuivit et attrapa son sac à dos, la faisant presque tomber. Plusieurs passants virent la scène de l'extérieur. L'un d'eux, un maraîcher plus âgé nommé Monsieur Antoine, finit par crier « Eh, monsieur l'agent, ne soyez pas si brutal avec une enfant. » Le brigadier-chef Dubois se tourna vivement. « Vous êtes qui, vous ? Mêlez-vous de vos affaires. Ce ne sont pas des affaires privées. Vous êtes un agent de l'État, pas un voyou. » L'atmosphère commença à se tendre. Les gens se rassemblaient. Dubois parut nerveux un instant, puis retira sa main du sac de Léa. « Allez, file. Et ne fais pas d'histoire. » dit-il fort. Léa démarra immédiatement son scooter et partit, les larmes coulant sur ses joues. Cependant, elle ne savait pas que quelqu'un dans la foule venait de filmer toute la scène avec son téléphone. Et cette vidéo serait le début de tout. Le soir tombait. Dans leur modeste appartement d'une petite ruelle derrière le marché, Léa entra avec un visage épuisé. Sa mère, Valérie, préparait un sandwich pour son dernier client. « Léa, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es toute pâle. » Léa essaya de sourire. « Rien, maman. Juste fatiguée. » Mais sa voix tremblait. Valérie la regarda avec suspicion, mais n'insista pas. Elle savait que sa fille n'était pas du genre à se plaindre. Cette nuit-là, après sa douche, Léa s'assit sur le petit balcon de leur appartement. Elle regardait la rue déserte en tenant son téléphone. Sur les réseaux sociaux, elle vit une nouvelle vidéo qui commençait à être largement partagée. Un policier arrogant humilie une lycéenne en public. Et dans la vidéo, son visage était clairement visible, en pleurs, effrayé. Incapable de se défendre. Léa resta figée. Son corps tremblait. Elle mit sa main sur sa bouche pour retenir un sanglot. Les commentaires sous la vidéo affluaient. La pauvre. Comment un policier peut-il être comme ça ? Il faut le signaler à l'IGPN. Elle est mignonne, mais elle a aussi eu le courage de parler honnêtement. En quelques heures, la vidéo devint virale. Le nom du brigadier-chef Dubois commença à faire la une. Mais d'un autre côté, Léa était aussi submergée par la honte. Ses amis commençaient à lui envoyer des messages, demandant « C'est vraiment toi sur la vidéo ? Oh mon Dieu !» murmura-t-elle doucement. « Pourquoi ça a dû m'arriver à moi ?» Elle ne le savait pas. Son destin venait de basculer.
Et plus surprenant encore, qui elle était vraiment, tout le monde ne le savait pas encore. Pas même sa mère. En quelques heures, la vidéo devint virale. Le nom du brigadier-chef Dubois commença à faire la une. Mais d'un autre côté, Léa était aussi submergée par la honte. Ses amis commençaient à lui envoyer des messages, demandant « C'est vraiment toi sur la vidéo ?»« Oh mon Dieu !» murmura-t-elle doucement. « Pourquoi ça a dû m'arriver à moi ?» Elle ne le savait pas. Son destin venait de basculer. Et plus surprenant encore, qui elle était vraiment, tout le monde ne le savait pas encore. Pas même sa mère. Ailleurs, dans une grande maison d'un quartier chic en périphérie de la ville, un homme d'âge mûr en costume sombre regardait les informations virales à la télévision. Son visage était sévère, ses cheveux grisonnants. Sur ses épaulettes, on pouvait voir le grade de général de brigade. L'homme regardait l'écran avec des yeux perçants, puis dit doucement « Léa ». Il prononça ce nom d'une voix lourde, comme s'il contenait à la fois un manque et une colère. « Alors c'est ça que tu as caché à ton père pendant tout ce temps ?» La nuit à Chartres devenait froide. La pluie se mit à tomber doucement, mouillant les rues désertes. Dans le modeste appartement, Léa était toujours assise devant l'écran de son téléphone. Les notifications continuaient d'arriver, faisant battre son cœur plus vite. « Léa, j'ai vu la vidéo sur X, Twitter. »« C'est toi, n'est-ce pas ? Mon Dieu, comment ce flic peut-il être si arrogant ? Tu dois porter plainte, Léa. » Ses amis continuaient d'envoyer des messages. Certains étaient inquiets, mais d'autres étaient simplement curieux. Elle ne répondit à personne. Sa mère, Valérie, sortit de sa chambre en apportant une couverture. « Léa, il est tard. Va dormir, ma chérie. Ne reste pas sur ton téléphone. Demain, cette histoire sera calmée. » Léa hocha lentement la tête. « Oui, maman. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce ne serait pas si facile. Son nom et son visage étaient partout. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère, mais la blessure dans son cœur s'approfondissait. Pendant ce temps, dans la luxueuse maison en périphérie, le général Pierre Durand, l'homme au visage sévère qui regardait les informations la nuit dernière, était assis dans son bureau. Devant lui, un aide de camp se tenait au garde à vous. « Mon général, la vidéo de l'incident à Chartres fait grand bruit dans les médias. Le policier en question s'appelle brigadier-chef Dubois, membre du commissariat local. » Mais l'aide de camp hésita un instant. La jeune fille dans la vidéo. Il semblerait que ce soit la fille de Madame Valérie. Le général Durand regarda la photo sur l'écran de la tablette que tenait l'aide de camp. Il resta silencieux un long moment. « La fille de Valérie » murmura-t-il doucement. « Alors elle est devenue si grande. » L'aide de camp baissa la tête, n'osant pas parler. Durand se leva, regardant la pluie par la fenêtre. « Préparez la voiture. Demain matin, je vais à Chartres. » Le lendemain, au lycée, l'atmosphère devint inconfortable pour Léa. Quand elle entra en classe, les chuchotements commencèrent immédiatement. C'est elle, celle de la vidéo. C'est triste, mais on dit que son père est quelqu'un de simple. C'est peut-être pour ça que le policier a osé. Léa essaya de baisser la tête, mais la honte la suivait. Sa professeure principale, Madame Martin, la regarda avec pitié. Après le premier cours, elle appela Léa dans la salle des professeurs. « Léa, je sais que c'est difficile pour toi, mais n'aie pas peur. Le lycée est de ton côté. Si tu veux porter plainte auprès des autorités, je suis prête à t'accompagner. » Léa secoua doucement la tête. « J'ai peur, madame. Ma mère ne sait rien. Je ne veux pas que l'affaire prenne plus d'ampleur. » Madame Martin la regarda sérieusement. « L'affaire est déjà d'une grande ampleur, ma chérie. Mais si tu te tais, il pourrait faire la même chose à d'autres. » Ces mots frappèrent le cœur de Léa. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnerie retentit. Elle prit congé pour retourner en classe, l'esprit confus. Cet après-midi-là, alors que Valérie rangeait sa sandwicherie, 2 berlines noires s'arrêtèrent devant leur immeuble. Les voisins tournèrent immédiatement la tête, surpris. De la première voiture, un homme grand en costume gris sortit. Son visage était sévère, sa démarche assurée. « Madame Valérie » demanda-t-il poliment. Valérie se retourna, surprise. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ? » « Je suis Pierre. Pierre Durand. » Valérie fut stupéfaite. La cuillère qu'elle tenait s'immobilisa. Elle regarda l'homme longuement, comme si elle regardait le passé. « Pierre. » Sa voix était faible, presque tremblante. « C'est toi, Pierre ?» L'homme hocha la tête. Il y eut un long silence entre eux.
Les voisins commencèrent à chuchoter. On dirait un général. Sérieux, qu'est-ce qu'il vient faire chez Valérie? Pierre prit une profonde inspiration. J'ai entendu parler de ce qui est arrivé à ta fille, Valérie. À propos de Léa. Valérie baissa immédiatement les yeux, nerveuse. Oui, monsieur. Je viens juste de l'apprendre par les voisins. J'ai tellement peur. Ma fille ne veut plus sortir de sa chambre. Elle est à la maison? Oui. Mais elle ne sait pas que tu viens. Pierre regarda la porte du petit appartement. Ses yeux étaient doux mais pleins de regrets. Il est temps qu'elle sache, Valérie. Je ne veux plus me cacher de ma propre fille. Léa, qui entendait une voix étrangère depuis sa chambre, sortit doucement. Dès que ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme, elle fut saisie. Son visage était inconnu, mais il y avait quelque chose de familier. Comme une ombre vague de son enfance qu'elle avait presque oubliée. « Tu es Léa, n'est-ce pas ?» demanda Pierre doucement. « Oh. Oui, monsieur. Mais qui êtes-vous » Valérie les regarda tous les deux, retenant ses larmes. « Léa. C'est ton père. » Le mot résonna dans la tête de Léa. « Quoi ? Ton père, ma chérie. Le général Pierre Durand. » Léa recula d'un pas, incrédule. Pendant tout ce temps. Maman m'a dit que papa était mort. Les larmes de Valérie coulèrent. Maman voulait juste que tu vives tranquillement. À l'époque, nous nous sommes séparés à cause des circonstances, pas parce qu'on ne s'aimait pas. Léa les regarda tous les deux avec un mélange de sentiments, colère, tristesse, confusion et peur. Pierre s'approcha. Sa voix était douce mais ferme. Je sais que j'ai eu tort, Léa. J'ai été absent. Mais je te promets que je ne laisserai plus personne toucher à ma fille. Léa baissa la tête, les larmes commençant à couler. Alors, tout ça est vrai ? Pierre hocha la tête. Tu es de mon sang, Léa. Et maintenant, il est temps que ton père fasse régner la justice. Cette nuit-là, Pierre appela directement le commissaire central de Chartres. Sa voix était neutre mais glaciale. Je demande que le brigadier-chef Dubois soit immédiatement interrogé par l'IGPN ce soir même. La vidéo est une preuve initiale suffisante. Je ne veux aucune excuse. Le commissaire qui reçut l'appel ne put que répondre rapidement, « À vos ordres, mon général. » Pendant ce temps, dans son petit appartement de location, le brigadier-chef Dubois était agité. Il venait de voir les informations à la télévision. Le policier arrogant viral suspecté d'être interrogé par l'IGPN. Il donna un coup de pied dans la petite table basse devant lui. En colère. Mais qui a filmé cette vidéo, bordel ? Sa femme, qui endormait leur enfant, était effrayée. Chérie, arrête de t'énerver. La ferme. Aboya-t-il. Il n'eut pas le temps de s'asseoir qu'une voiture s'arrêta devant chez lui. 3 policiers en uniforme de l'IGPN descendirent et frappèrent à la porte. Brigadier-chef Dubois ? Oui, c'est moi. Nous sommes de l'IGPN. Vous êtes prié de nous suivre pour un interrogatoire. Dubois paniqua. Interrogatoire de quoi ? Je n'ai rien fait de mal. Nous ne faisons qu'exécuter les ordres, monsieur. Il regarda leur visage un par un, puis se tut. Il savait qu'un ordre comme celui-ci ne venait pas de n'importe qui. Merde, grogna-t-il, mais il ne put rien faire tandis qu'on lui passait les menottes devant sa femme et son enfant. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Dubois se répandit rapidement. Tous les médias locaux en parlaient. Le policier viral interrogé par l'IGPN, suspecté de violation de l'éthique et de violence envers une mineure. À l'école, les amis de Léa commencèrent à la regarder différemment. Non plus avec curiosité, mais avec respect. Madame Martin lui tapota doucement l'épaule. « Tu as été très forte, Léa. Maintenant, tout le monde connaît la vérité. » Léa se contenta d'un sourire vague. Dans son cœur, elle avait encore du mal à accepter la réalité concernant son père. Mais elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Cet après-midi-là, le général Durand vint chercher Léa et sa mère. Il les emmena dîner dans un petit restaurant près de la cathédrale. L'ambiance était chaleureuse, bien que gênante au début. « Je sais qu'il te faudra du temps pour me pardonner, » dit Pierre lentement. « Mais je te promets que je serai toujours là à partir de maintenant. » Valérie le regarda. « Pierre, ne fais pas seulement des promesses devant l'enfant. Je ne veux plus qu'elle soit blessée. » Pierre la regarda sérieusement. « Je le jure. Et je m'assurerai que ce policier soit puni aussi justement que possible. » Léa regarda son père. « Je ne veux pas me venger, papa. Je veux juste que les gens comme lui n'humilient pas les autres à leur guise. »
Pierre eut un petit sourire. Ce sont les mots d'une personne courageuse. Tu es bien ma fille. Quelques jours plus tard, l'audience disciplinaire interne de l'IGPN eut lieu. Le brigadier-chef Dubois était assis, la tête baissée. Devant lui, une rangée d'officiers supérieurs le regardait fixement. Les preuves sont claires, dit l'un des enquêteurs. Vos actions violant l'éthique constituent un abus de pouvoir et ont humilié une citoyenne, qui plus est mineure. Dubois essaya de se défendre, mais tout fut vain. Je ne faisais qu'appliquer le règlement, monsieur. Appliquer le règlement ne se fait pas avec des menaces et du harcèlement. Aboya l'un des officiers. Finalement, la décision fut lue. Le brigadier-chef Dubois était officiellement révoqué de la police nationale, sans droit à la retraite. Il ne put que baisser la tête. Le karma était venu plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Le même jour, Léa se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, dans un quartier résidentiel simple que son père avait arrangé. Le vent du soir soufflait doucement. Elle regarda le ciel, se souvenant du jour où elle avait été humiliée dans la rue. Maintenant, tout avait changé. Elle n'était plus seulement une lycéenne ordinaire. Elle était devenue un symbole de courage pour beaucoup. Parfois, la vérité arrive à travers la douleur, dit-elle doucement, avec un mince sourire. Et c'est cette douleur qui m'a rendue forte. De loin, le général Durand se tenait là, regardant sa fille. Il y avait de la fierté dans ses yeux. La fierté d'un père qui avait enfin retrouvé son enfant après des années de perte. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'audience disciplinaire qui avait condamné Dubois. La ville de Chartres retrouvait son calme, mais le nom de Léa Durand était toujours sur toutes les lèvres. Chaque fois qu'elle marchait dans les couloirs du lycée, ses camarades la regardaient avec admiration. Certains professeurs louaient son courage, mais Léa se sentait mal à l'aise avec toute cette attention. Elle voulait juste vivre normalement, comme avant. Sur le panneau d'affichage de l'école était affichée une lettre du rectorat. L'académie décernait une distinction à l'élève du lycée Marceau pour son courage face à l'injustice. Mais derrière tout cela, Léa savait combien le prix à payer était élevé. Elle avait perdu sa confiance en elle. Elle avait souvent peur en voyant un policier dans la rue. Et chaque fois qu'un coup de sifflet retentissait, son cœur battait plus vite. Un après-midi, Léa était assise sur la terrasse de sa nouvelle maison. La maison était plus grande qu'avant, mais elle s'y sentait encore étrangère. Elle tenait une tasse de thé chaud, regardant le petit jardin que sa mère venait de planter de fleurs. Valérie arriva avec une petite chaise et s'assit à côté d'elle. « Tu as l'air triste ces derniers temps, Léa. Tu penses encore à cet incident ?» Léa soupira. « Pas entièrement, maman. C'est juste que tout le monde parle de moi comme si j'étais une héroïne. Alors qu'à ce moment-là, j'avais juste peur et je voulais rentrer chez moi. » Sa mère sourit doucement. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'être courageuse au milieu de la peur. C'est ça que les gens admirent. Léa regarda le visage de sa mère. Il y avait de la sérénité. « Tu n'es pas en colère ? Que j'ai appris pour papa comme ça. » Valérie regarda le ciel du soir. « J'ai été en colère, oui. Mais quand je l'ai vu arriver avec ses yeux pleins de regrets, j'ai su que Dieu avait peut-être arrangé ce moment. Pour que tu connaisses tes origines au moment où tu serais assez forte. » Léa resta silencieuse. Elle savait que sa mère avait raison. Ce soir-là, le général Durand vint les chercher. Sa voiture de fonction s'arrêta devant la maison, le chauffeur attendant à l'extérieur. « Allons dîner ensemble. Je veux te présenter à quelqu'un, » dit-il amicalement. Léa était d'abord réticente. Mais Valérie lui donna un petit coup de coude. « Ton père fait des efforts, ma chérie. Ne ferme pas ton cœur. » Elles finirent par le suivre. La voiture se dirigea vers un restaurant simple en bordure d'un champ. L'atmosphère était simple mais chaleureuse. Là, attendait déjà une femme d'âge mûr, Sylvie, l'épouse légitime de Pierre, qui n'avait jamais été impliquée dans la vie de Valérie. Dès qu'elle vit Léa, la femme sourit doucement. « Alors c'est toi, Léa ? Tu ressembles tellement à Pierre quand il était jeune. » Léa se tut, ne sachant comment se comporter. Pierre fit les présentations. « Sylvie sait tout, Léa. Il n'y a plus de secret maintenant. » Sylvie regarda Valérie avec respect. « Je m'excuse si, pendant tout ce temps, il y a eu des blessures qui ne sont pas guéries. Mais je veux que vous sachiez que je ne m'oppose pas à ce que Pierre s'occupe de sa fille. Je veux juste que tout le monde soit en paix. » Valérie baissa la tête, les larmes coulant. « Merci, madame. Je n'ai jamais rien demandé. Juste que ma fille ne souffre pas. » L'atmosphère devint émouvante.
Même Léa versa une larme, non pas de tristesse, mais parce qu'elle sentait qu'un poids énorme qui pesait sur sa famille commençait à se lever. Quelques jours plus tard, le proviseur convoqua Léa dans son bureau. « Léa, il y a une invitation du bureau du préfet. Ils aimeraient que tu sois conférencière lors de l'événement des Journées de la citoyenneté et contre l'abus de pouvoir. Veux-tu y participer ?» Léa fut surprise. « Moi ? Parler devant autant de monde ? Oui, ton histoire peut être une inspiration pour beaucoup d'autres élèves. » Au début, elle hésita, mais après en avoir discuté avec sa mère et son père, elle finit par accepter. Le jour J arriva. L'auditorium de la préfecture était rempli d'élèves, d'enseignants et de fonctionnaires locaux. Devant le podium, Léa se tenait, tremblante, tenant le microphone. Elle regarda l'océan de visages qui attendaient son histoire. « Je m'appelle Léa Durand », commença-t-elle doucement. « Il y a 3 mois, j'étais juste une lycéenne ordinaire. Mais un événement a tout changé. » Elle raconta l'incident dans la rue, non pas avec un ton de vengeance, mais avec honnêteté. Sur la peur, la honte et le courage nés de l'injustice. Je ne cherchais pas à devenir célèbre. Je voulais juste que nous sachions que la vérité doit parfois être défendue, même par des gens ordinaires. La salle fut silencieuse, puis de longs applaudissements retentirent. Quelques fonctionnaires essuyèrent une larme. Depuis ce jour, le nom de Léa n'était plus seulement viral, mais était devenu un symbole de résistance contre l'abus de pouvoir. Le soir, à la maison, Pierre était assis dans le salon, regardant la rediffusion du discours de sa fille à la télévision. Il sourit fièrement. « Tu as été incroyable, Léa. Tu as montré du courage sans violence. C'est quelque chose de difficile. Même pour les adultes. » Léa le regarda, les yeux commençant à s'embuer. « Je veux juste que personne d'autre n'ait à vivre ce que j'ai vécu, papa. Et tu y es parvenu. » Valérie s'assit à côté d'eux, apportant une assiette de beignets chauds. « Enfin, cette maison entend à nouveau des rires, » dit-elle en souriant. Pour la première fois depuis longtemps, ils mangèrent ensemble dans un silence heureux. Quelques semaines plus tard, Léa reçut une lettre du ministère de l'Éducation nationale. Elle avait été sélectionnée comme lauréate de la Bourse d'inspiration nationale pour poursuivre ses études dans l'université de son choix après le baccalauréat. Elle serra sa mère dans ses bras. « Maman, j'ai eu la bourse. » Valérie versa des larmes de joie. « Dieu merci, ma chérie. La justice divine ne dort jamais. » Pierre arriva cet après-midi-là avec un petit bouquet de fleurs. « Papa est fier de toi, Léa. Je sais que ton voyage n'est pas terminé, mais tu as déjà vaincu ta propre peur. » Léa regarda son père avec des yeux pleins de chaleur. « Merci, papa. Je veux aussi me battre, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui n'ont pas de voix. » Cependant, la vie n'est pas toujours calme. Quelques semaines plus tard, Léa reçut un message anonyme sur les réseaux sociaux. « Tu as eu bien du courage d'humilier un flic. Fais attention à toi, petite maline. » Ce message fit renaître l'inquiétude chez Léa. Elle le montra à son père. Pierre traça immédiatement la source du message via son équipe cyber. Le résultat, le compte appartenait à l'un des anciens collègues de Dubois, qui avait également été impliqué dans l'enquête. Sans attendre, Pierre signala le cas à la division centrale de l'IGPN. Quelques jours plus tard, l'individu fut appréhendé. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur, » dit Pierre pour la calmer. « Tant que ton père sera en vie, personne ne te touchera. » Léa baissa la tête. « Je n'ai pas peur, papa. C'est juste que... Parfois, cette étiquette de « victime » me fatigue. Je veux être connue pour autre chose que ça. » Pierre la regarda longuement, puis sourit. « Alors, écris ta propre histoire. Pour que le monde sache qui est vraiment Léa. » L'atmosphère dans la cour du commissariat central, ce soir-là, était tendue. Tous les yeux étaient tournés vers la silhouette de l'agent Morel, qui venait d'être emmené par 2 officiers de l'IGPN, les mains menottées. Clara se tenait droite à côté de son père, portant la veste de son lycée, le visage sans maquillage. Mais son regard n'était plus celui d'une simple lycéenne. C'était le regard de quelqu'un qui avait surmonté la peur et choisi de se tenir du côté de la vérité. L'agent Morel avait tenté de se défendre. Sa voix tremblait d'émotion. « Je ne faisais que mon travail, monsieur. Cette jeune fille s'est rebellée qu'en jeu. » Cependant, le général Flaubert le coupa d'une voix ferme. Faire son travail ne signifie pas humilier les citoyens, et encore moins une mineure. Savez-vous qui est la jeune fille que vous avez humiliée? C'est ma propre chair, mon propre sang. Des chuchotements commencèrent à se faire entendre parmi les policiers présents. Certains baissèrent la tête de honte,
d'autres firent semblant d'être occupés. Il savait que cette affaire n'allait pas s'arrêter là. Clara regarda son père. « Papa, ne le punis pas à cause de moi. Punis-le parce qu'il a eu tort. » Le général Flaubert se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. « Tu as raison, ma chérie. La loi n'est pas un outil de vengeance, mais un outil pour faire respecter la justice. » Le lendemain, la nouvelle du policier ayant humilié une lycéenne devint virale sur les réseaux sociaux et à la télévision. Beaucoup furent surpris d'apprendre que la jeune fille était la fille d'un général. Mais ce qui impressionna le plus le public, c'est l'attitude humble de Clara. Elle refusa les longues interviews, disant seulement brièvement aux journalistes « Je ne suis personne. Je veux juste que les gens comme lui arrêtent de traiter les autres de cette façon. » Pendant ce temps, l'agent Morel fut officiellement révoqué sans pension. Outre la violation de l'éthique, l'enquête révéla ses antécédents d'abus de pouvoir fréquents sur le terrain. Ironiquement, quelques jours après sa révocation, une ancienne vidéo refit surface sur Internet, montrant Morel en train de racketter un chauffeur de camion la nuit. La vidéo devint virale et sa réputation fut complètement détruite. Le karma frappe vite, comme le disent souvent les anciens. Quelques semaines plus tard, Clara retourna au lycée. Ses amis l'accueillirent avec des étreintes et des sourires soulagés. Madame Bertin, sa professeure principale, l'appela dans la salle des professeurs. « Clara, tu as traversé une grande épreuve dans ta vie. Tout le monde n'aurait pas pu être aussi fort que toi. » Clara sourit légèrement. « Je ne voulais juste pas me taire, madame. Si je m'étais tue, d'autres auraient pu être traités de la même manière. » La professeure lui tapota fièrement l'épaule. « Continue comme ça. Mais n'oublie jamais, on ne répond pas au mal par la haine, mais par le courage et la bonté. » Quelques mois passèrent. Ce jour-là, Clara et son père étaient assis au bord du petit lac de la résidence de fonction. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur l'eau calme. « Papa, dit Clara doucement. Quand j'étais petite, tu m'as dit qu'être fort ne signifiait pas se battre avec violence, mais oser s'opposer à l'injustice. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. » Le général Flaubert sourit, regardant sa fille avec une immense fierté. « Papa est fier de toi, Clara. Tu es devenue une personne forte. » Clara se contenta de regarder le ciel qui commençait à devenir orange. « J'espère que personne d'autre n'aura à vivre ce que j'ai vécu, papa. Je veux étudier le droit plus tard. Je veux aider les gens qui n'ont pas la force de parler. » Son père la regarda longuement puis dit « C'est une noble ambition. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. » Quelques années plus tard, Clara tint sa promesse. Elle entra à la faculté de droit et s'engagea activement dans des affaires de violence contre les femmes et les enfants. Le nom de Clara Flaubert devint un symbole de courage parmi les étudiants et les jeunes militants. Pendant ce temps, son histoire resta un rappel au sein de l'institution policière que le pouvoir sans empathie n'engendre que la destruction, et que derrière l'uniforme, derrière le grade, un être humain doit toujours avoir un cœur. En fin de compte, Clara devint une femme forte et sage. Elle ne gardait aucune rancune, seulement la détermination de réparer le système qui l'avait autrefois blessée. Quant à Morel, après plusieurs années de vie difficile, il finit par travailler comme agent de sécurité dans un petit complexe. Il regretta toutes ses actions et tenta de racheter ses erreurs,